Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais poursuivre la série de vidéos qui concerne les pleurs rituels de consolation. Les pleurs rituels de consolation. Nous avons vu comment l'épouse pleure son mari, comment les enfants pleurent leur mère. Nous allons voir à présent comment la mère pleure son enfant. Évidemment, il y a deux textes ici. Les textes sont longs. Les textes sont longs. Sont tirés de cet ouvrage-là. Ezulunu awule yile de Pekeke Kwam. Voilà. Ezulunu awule yile de Pekeke Kwam. C'est long. Et puis, il y a des phrases qui relèvent de l'ancien Zma. Donc, la traduction n'est pas toujours facile. Mais je prends des morceaux choisis pour que vous voyez l'importance, n'est-ce pas, de quelques mots que la mère dit en pleurant son enfant. Il est dit ici, par exemple, Kwame Abosia Akesahese. Bon, Kwame, c'est le nom Kwame pour les enfants de sexe masculin qui sont nés samedi. Et leur surnom, c'est Abosia. Voilà, le surnom de tous ceux qui s'appellent Kwame chez les Nzema, c'est Abosia. Akesahese, c'est-à-dire qu'il y a la barbe fournie. Kwame Abosia qui a la barbe fournie. Donc, elle met en exergue un peu, disons, la masculinité de son fils. Kwame Eyebia Bekuro, c'est-à-dire, Kwame, tu as fait des choses que les gens aimaient. Mais vois, mes pieds sont nus. Je ne porte pas de chaussures avec la situation que je vis. Voyez, c'est-à-dire que la mère, voilà, bon, je vais lire ça en Zema, mais c'est mon na midjake guaguazo. C'est-à-dire qu'elle dit que elle est dans une situation si triste qu'elle ne porte même pas de chaussures, qu'elle est pieds nus. Voilà. Mais quand on veut s'embellir, on ne va pas pieds nus, on porte des sandales, on porte des chaussures chez l'Enzema. Mais là, elle dit que elle est pieds nus. Cela explique le fait que elle est troublée. Sa douleur est grande. Donc, elle ne peut pas avoir le temps, même de porter des chaussures. Maintenant, une autre phrase. Ejula Sebeke Mezerwanawanva. Elle dit à son enfant, à son fils, si tu arrives là où tu pars, dis à ceux qui s'y trouvent que je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. Une autre phrase aussi. Wama ezure ebomena mule yele na bahao. Mule yele ne bahao. C'est-à-dire quoi? Elle dit à son fils, tu as fait que la pluie, que j'ai été abondamment mouillé par la pluie. Mais le froid que cela va entraîner va te toucher toi-même. C'est ce qu'elle dit ici. Elle dit à son fils que celui-ci a fait en sorte que une pluie abondante l'a mouillé. Mais qu'il sache que le froid que cela va provoquer chez elle, ce froid-là aussi va le toucher lui-même. Oui. Et elle lui dit maintenant, elle dit que Benia Ralmo Belilia Yanga. Elle dit, mais quelle est cette affaire dont on a parlé, qu'on a essayé de régler, mais que cela n'a pas pris fin. Voyez. Donc, elle considère ici un peu le décès de son fils comme une affaire qui a été traitée par des tribunaux, par les anciens. Mais l'affaire n'a pas été, je peux dire, évacuée. Et que l'affaire demeure. L'affaire demeure pourquoi? Parce que sa douleur demeure du fait que son enfant est décédé, son fils est décédé. C'est ce que la mère dit ici. Et elle dit maintenant encore, elle dit que son fils est l'enfant du roi fromager. En fait, cette expression-là demande
beaucoup d'explications. Chez beaucoup de peuples akans, il y avait la tradition selon laquelle la cour royale n'était jamais loin d'un fromager. La cour royale n'était jamais loin d'un fromager. Parce que le fromager, c'est l'un des arbres les plus, je peux dire, les plus énormes sous nos tropiques. Voilà. Donc, elle compare son fils qui est décédé à un fils de roi fromager. Mais en fait, ce n'est pas le roi qui est fromager, mais parce que le fromager aussi, c'est un arbre aussi qui symbolise la cour royale. Vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'elle dit de son fils. Maintenant, on dit ici encore, ça dit quoi? Elle dit à son fils, voilà que ses seins sont remplis de lait, mais qui n'a pas bu. Ses seins sont remplis de lait, mais il n'a pas bu cela et il s'en est allé. Vous voyez. Maintenant, elle dit encore, c'est-à-dire, homme barbu, tu t'es assez couché, tu es resté assez couché longtemps, lève-toi. Donc, elle voit la mort de son fils comme un sommeil qui se prolonge indéfiniment. Et elle lui dit, toi le barbu, pour mettre en exergue sa masculinité, tu t'es assez couché, tu es resté couché longtemps, lève-toi. Na ekpa nyenya kenyao, c'est-à-dire, ici cela veut dire que le fait qu'il reste couché longtemps sur la natte, c'est comme si la natte va l'envelopper. La natte va l'envelopper. Donc elle invite à se réveiller, à se lever, à quitter la natte. Donc voilà quelques phrases, ce n'est pas la totalité, sinon les textes sont longs. Il y a deux textes ici. Hein. Il y a deux textes ici. J'ai pris des morceaux choisis dans l'un et l'autre. Voilà, dans l'un et l'autre. Donc voilà un peu comment la maman pleure son fils. Comment la maman pleure son fils. Mais je vais aussi prolonger. On a vu comment la maman pleure son fils, mais je vais prolonger en parlant de la façon dont chez les Nzema, on pleurait les captifs. Voilà. Parce que chez les Africains, chez les Akans et particulièrement chez les Nzema, même quelqu'un qui est dans la servilité, il ne perd pas sa dignité humaine, comme on le voit avec les Caucasiens. Non. Où ils considèrent l'être humain comme un meuble. Non. Chez nos ancêtres africains, même celui qui est dans la servilité là, il ne perd pas sa dignité humaine. Alors, donc, je vais prolonger un peu, je peux dire, la vidéo en parlant maintenant de la façon dont on pleure un captif chez les Nzema. Alors là encore, je vais prendre des morceaux choisis. Des morceaux choisis. On dit ici, Akongbaniama, ça dit des gens de rien de la cour. Des gens de rien qui sont dans la cour. Et on dit encore, Menibi est mort, Raria, Ane Aue Anga. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés, mais personne n'en a parlé. Des gens qui sont arrivés, personne n'en a parlé parce qu'on ne sait pas forcément d'où ils sont venus. Voilà. On ne sait pas forcément d'où ils sont venus parce que ce sont des captifs. Et personne n'en a parlé. Et puis maintenant on dit, ben quoi, c'est-à-dire, si vous partez, de temps en temps, venez nous rendre visite. Voilà, donc c'est ce qui est dit ici concernant le captif qui décède. Donc on dit ici, s'il part, si ces captifs-là ce captif-là qui décède, s'il part, qu'ils viennent rendre visite, qu'ils viennent leur rendre visite. Il est dit ici, c'est-à-dire ces gens qui comptent les trous
mais ne compte pas les hommes. Bon, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ces gens qui comptent les trous, mais qui ne comptent pas les hommes. Bon. Parce que il peut y avoir plusieurs explications ici. Comme je l'ai dit, chez les Akans, le captif ne perd pas sa dignité humaine. Mais, étant membre du lignage de son maître, lui, il occupe le bas de l'échelle. Et maintenant, on dit ici de ce captif qui est décédé, qu'il compte les trous, mais qu'il ne compte pas les hommes. Il compte les trous, qui ne compte pas les hommes. Pourquoi? Parce que dans l'exploitation aurifère, hein, où il fallait faire, par exemple, dans la recherche de l'or, il fallait faire des puits, hein, pour extraire l'or. Souvent, c'était les captifs qui faisaient ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est dangereux. Surtout dans les zones, dans la zone subequatoriale ou bien tropicale. Mais quand il pleut, il peut y avoir des éboulements. Donc on dit ici, ces gens-là qui comptent les trous mais qui ne comptent pas les hommes. Voilà. Cela veut dire que c'est l'une des situations que les captifs vivaient. Voilà, c'est eux qui étaient chargés de l'exploitation aurifère. Et donc, quand il y avait des éboulements, donc ils mouraient. Voilà. Donc s'ils meurent, parce que étant dans le puits en train d'extraire l'or ou plutôt la terre aurifère, s'il y a un éboulement, eh bien, c'est comme s'il a compté le trou l'a emporté, mais il n'a pas compté l'humain, il n'a pas compté les gens. C'est comme ça. Donc voilà un peu ce qu'on dit, n'est-ce pas, de celui qui est captif. Voilà un peu comment le captif est pleuré. Mais c'est un être humain, parce qu'on reconnaît toujours sa dignité humaine. Les Africains reconnaissaient toujours la dignité humaine, même de quelqu'un qui est dans la captivité. Ils n'agissaient pas comme les leucodermes. Alors prochainement, nous verrons comment on pleure, par exemple, certains enfants qui sont des enfants assez particuliers. Des enfants assez particuliers. Je reviendrai. Par exemple, les enfants qui sont nés, le 8e enfant dans l'ordre de naissance. Et puis aussi, il y a ce qu'ils appellent Ebro-Nglaré, c'est-à-dire les nouvelles de l'au-delà. Voilà. Il y a un test qui concerne les nouvelles de l'au-delà. Ebro-Nglaré. Voilà. Les nouvelles de l'au-delà, ou le revoir de l'au-delà. Le revoir de l'au-delà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc vous voyez que les pleurs rituels de consolation, c'est une institution. C'est un patrimoine immatériel qu'on trouve chez les peuples noirs. Et c'est un événement comme ça par hasard qui m'a amené à faire cette série de vidéos-là. Parce que quand j'ai vu ce documentaire réalisé par une télévision française qui parlait de pleureuses professionnelles, notamment de femmes bêtées, hein, qui pleurent et qui sont payées pour cela. Or non. En fait, ce sont les pleurs rituels de consolation. Elles pleurent en disant des mots. C'est comme des véritables poèmes, comme je viens de vous le montrer, hein, à travers cette vidéo. Je crois que c'est la 3e vidéo que je fais sur la série concernant les pleurs rituels de consolation. Et quand on leur donne de l'argent ou des présences, en fait, c'est pour les remercier d'avoir dit des paroles de consolation pour ceux qui sont affligés par le décès de la personne qu'on pleure. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ne sont pas des pleureuses professionnelles, non. Ce sont des pleurs rituels que ces femmes-là expriment. Et quand elles ont fini de faire cela, ayant dit des paroles de consolation, les gens leur disent merci pour les avoir consolés à travers ces paroles-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ces présents-là, ce n'est pas un salaire. Non, 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 non. Et puis elles ne vivent pas de ça. Elles ne vivent pas de ça. Ces femmes-là ne vivent pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'elles vivent. Parce que quand on dit professionnel, c'est comme si elles vivent de cela. Elles ne vivent pas de ça. Non. Elles
On ne vit pas de ça. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il y a un jeune frère, je crois, qui est en Chine, qui m'a écrit. Il dit qu'il y a des étudiants ivoiriens et africains qui sont en Chine. Quelquefois, on leur demande de faire des exposés sur la culture de leur pays, sur la culture de leur peuple. Et moi, je leur dis, il y a beaucoup de vidéos de moi qui parlent de la culture. Par exemple, comment les Akans voient Dieu, hein, le tambour qui est une institution, comment est-ce qu'on fait les obsèques du roi chez les Akans, hein, la vision spirituelle des Sénoufos, etc. Voilà. Donc, il y a plusieurs vidéos sur le tabouret des ancêtres, etc. Donc voilà, aussi cette série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation, sur les 7 matriclans chez les Akans, etc. Donc, il y a plusieurs sujets comme ça. Et puis, par exemple, sur les classes d'âge chez les peuples lagunaires de Côte d'Ivoire, etc. Donc, il y a beaucoup de vidéos, hein, qui parlent de la culture et aussi de l'histoire et du peuplement. C'est important. Voilà. Donc, ils peuvent regarder tout ça. Je leur dis merci de s'intéresser au travail que je fais. Et je les exhorte à s'abonner et à partager ces vidéos-là. Merci encore et bonne journée à tous.